Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Table ronde dont le sujet est la fin de l'état de droit en France, qui doit être dans la ligne directrice de ce qui a été dit lors de la première table ronde. Eh bien, avant de présenter nos intervenants, je fais une petite introduction qui va peut-être vous paraître un peu décalée par rapport à ce que vous attendez, mais en tout cas, c'est mon introduction et ça va être leur réponse. Voilà. Ah, il faut savoir être directif à un moment donné. Donc, si vous permettez, je vais être très bref. L'état de droit est souvent présenté comme le socle de nos démocraties. C'est un principe simple en apparence. Le pouvoir est encadré par le droit, les libertés sont garanties et chacun, gouvernant comme citoyen, est soumis aux mêmes règles. Pourtant, depuis quelques années, ce principe semble de plus en plus contesté, ou du moins discuté. On parle d'un affaiblissement de l'état de droit en France et certains évoquent même sa fin. Mais de quoi parle-t-on exactement ? Est-ce un constat juridique objectif, à savoir une réalité mesurable dans les décisions, les lois et les pratiques institutionnelles ? Ou bien est-ce le reflet d'un climat politique et médiatique plus tendu où le droit devient lui-même un objet de confrontation ? Entre crise sécuritaire, sanitaire et sociale, et les tensions autour de la place du juge ou des institutions, l'équilibre traditionnel entre protection des libertés et exercice du pouvoir semble en tout cas plus fragile ou plus débattu que jamais. Dès lors, plusieurs questions se posent. Peut-on réellement parler d'une fin d'état de droit en France ou assiste-t-on plutôt à sa transformation, voire à son instrumentalisation dans le débat public ? Si cet affaiblissement existe, d'où vient-il ? De choix politiques assumés, de contraintes fixées aux crises ou d'évolutions plus profondes de notre rapport au droit et à l'autorité ? Et surtout, qu'est-ce que cela change concrètement ? S'agit-il d'un débat d'experts ou d'un enjeu qui touche directement nos libertés et le fonctionnement de notre démocratie ? Alors, pour éclairer toutes ces questions, nous allons croiser les regards de nos intervenants, à savoir Diane Lebegec, c'est ça, voilà, maîtresse de conférence, et Michel Lambollé, celui qui nous reçoit gratuitement aujourd'hui. Voilà. Je leur laisserai le soin de se présenter. Mais... Nous n'avons pas discuté auparavant de l'introduction, mais je suis assez heureux. Je pense que je vais être bien dans la ligne des questions qui viennent d'être posées, mais qui vont devoir exiger aussi de raccrocher un peu à la première table ronde. Pour répondre brièvement d'abord à ces questions, est-ce que c'est la fin de l'état de droit en France ? Bien évidemment, à mon sens, non. Il ne faut pas exagérer. Non. L'état de droit est-il pleinement respecté ? Connaît-il des menaces ? Oui. Est-ce un phénomène nouveau ? Non. Ces menaces prennent-elles une forme nouvelle ? En partie, oui. Est-ce que c'est instrumentalisé ? Dans un sens comme dans un autre ? Oui. Bien évidemment, on va aller au-delà. Pour répondre d'abord, pour relier d'emblée un peu à ce qui a été dit lors de la première table ronde sur la question de l'état de droit, et le lien en particulier avec l'Union européenne qui a été posé précédemment, il y a deux grandes questions qui se posent. La question de la hiérarchie des normes classiques qui est bouleversée dans la conception et qui vient à l'encontre d'une conception qui est une conception en particulier républicaine classique en France. Et le deuxième problème, c'est le problème de la place du juge. Et la manière dont la question du juge est utilisée parfois, je vais insister dessus, contre la volonté même du juge, en fait, certains qui se trouvent dans une situation un peu bloquée. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que l'état de droit ?
Je ne vais pas ici, je pense que c'est inutile de se référer et d'expliquer en détail les conceptions allemandes du Rechtsstaat. C'est pas forcément le problème. La question qu'il faut se poser, ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas un problème qui est un problème de théoricien du droit, comme on le voit souvent sur ces débats sur l'état de droit. Ce n'est pas une question d'historien des idées non plus, et ni de professeur de droit constitutionnel. L'état de droit, c'est d'abord une expérience personnelle et collective. C'est la sécurité juridique. C'est son corollaire, l'absence d'arbitraire. C'est cette idée, la sécurité juridique, c'est très important, c'est la capacité individuelle et collective à pouvoir se projeter dans l'avenir. Dire, voilà, je connais la règle, quelle qu'elle soit dure, qu'elle soit au contraire très libérale ou peu libérale, mais peu importe, je la connais et je vais pouvoir me projeter dans l'avenir. Et derrière, toujours, se pose le problème du système et de la capacité d'un système à se réformer, à changer les règles du jeu, à se réformer, tout en sécurisant les acteurs pour qu'ils aient la capacité et continuent à avoir cette capacité à se projeter. Ça, c'est bien connu. Mais deuxièmement, c'est une expérience également personnelle très fréquente, probablement un des premiers sentiments qu'on puisse avoir, y compris dans sa petite enfance, c'est l'absence d'arbitraire. L'arbitraire qui est lié au sentiment d'injustice, pas simplement le sentiment, c'est la réalité d'ailleurs d'une injustice, que l'on vit dans les faits qui existent. Un exemple, deux exemples, en tout cas un exemple. Je réduis sur les exemples. Aujourd'hui, j'ai des étudiants étrangers. Quand vous avez des étudiants étrangers qui demandent un titre de séjour, selon la préfecture dont ils relèvent, le traitement sera totalement différent. J'ai eu un étudiant malien qui dépendait de la préfecture d'Orléans. Il a été accueilli à bras ouverts. Une étudiante malgache à la préfecture de Nanterre. Elle a dû revenir 3 fois pour des petits trucs. C'était comme ça. C'est de l'injustice ordinaire et c'est ça l'arbitraire. Pour le coup, qui est, vous vous trouvez dans des situations qui sont des situations où vous dépendez du pouvoir discrétionnaire de quelqu'un qui l'utilise à mauvais escient. Derrière l'état de droit, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de conceptions, mais cette réalité qui est cette réalité-là. En réalité, pour aller un peu plus loin et pour revenir, on est à un croisement de 3 grandes au niveau européen, de 3 grandes traditions nationales différentes sur les questions d'état de droit, pris dans un terme général. 3 grandes traditions, la tradition britannique, la tradition allemande et la tradition française. Et nous sommes aujourd'hui à la croisée, en fait, de ces 3 conceptions. À la croisée de ces 3 conceptions pour des raisons qui sont des raisons, je pense, tout à fait naturelles de dialogue, d'échange et de traditions culturelles qui se sont peu à peu influencées. Mais en réalité, derrière, il y a plusieurs problèmes qui sont soulevés à cause de ces 3 origines différentes. Derrière l'état de droit, donc venant de ces origines différentes, il y a plusieurs grandes idées et derrière problèmes qui se posent. Premièrement, l'impératif du respect de la règle dans son aspect formel et procédural. C'est la hiérarchie des normes.
le respect des compétences, le respect des procédures et le respect des hiérarchies. On respecte la norme qui est la norme au-dessus. La tradition, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est la traduction juridique d'un problème qui est un problème politique. Derrière la hiérarchie des normes, il y a, ce qui justifie la hiérarchie des normes, c'est la hiérarchie des pouvoirs. Et ce qui justifie la hiérarchie des pouvoirs, c'est la question de la hiérarchie des légitimités. Si vous avez une norme qui est une norme supérieure aux autres, en principe, c'est parce que le pouvoir qui l'a posé est plus légitime que celui qui vient ensuite et qui est subordonné. D'emblée là, on voit qu'il y a un petit problème qui se pose en consacrant, a priori, une hiérarchie européenne qui vient bouleverser cette question de hiérarchie des légitimités. Mais une hiérarchie des normes sans hiérarchie des légitimités, ça n'a absolument aucun sens. Si on oublie ça, on fait fausse route. Deuxième grand élément de l'état de droit, le contenu matériel, qui est posé en France par les révolutionnaires français, en particulier dès l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui définit la Constitution qu'il faut prendre ici dans un sens large, en fait. La Constitution, ce n'est pas le texte lorsqu'il est posé par la Déclaration des droits de l'homme, mais c'est plutôt ce qui est visé, c'est le régime constitutionnel par rapport au régime absolutiste. En fait, c'est l'état de droit, la Constitution, l'article 16. Et là, les révolutionnaires insistent d'emblée deux choses: la garantie des droits et des libertés d'un côté et la séparation des pouvoirs de l'autre. Ce qui est essentiel ici, et un élément essentiel de l'état de droit, c'est la garantie des droits et des libertés dont on vient de parler. Troisième élément et troisième tradition qui est liée, mais sur lesquelles, pour le coup, ce sont toujours les Britanniques qui ont le plus insisté au début, c'est l'existence des garanties juridictionnelles, les garanties procédurales, la place du juge. C'est très important. On peut poser les principes, on peut poser les règles, si derrière on n'a pas un garant, c'est inutile. Le rôle est affirmé aussi bien dans la pensée française que dans la pensée allemande, en particulier dans la pensée allemande, où ça date de la fin du 19e siècle, mais c'est très très important parce que ça va avoir une influence aujourd'hui prégnante. Dans une Allemagne qui est une Allemagne non démocratique et non libérale à l'époque, on considère que la liberté va venir par un combat pour le droit. L'expression est de Hering, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est Hering. L'idée du combat pour le droit, c'est qu'en fait, on progresse dans le droit, on va vers un régime plus libéral, plus protecteur, plus respectueux, en passant par les procédures juridictionnelles. C'est devant le juge, en portant systématiquement des affaires devant le juge, que l'on va gagner. Et c'est le juge, en traitant de l'ensemble de ces affaires, en les mettant ainsi devant, sur la table des discussions, politiques et sociales, que ça va faire réagir derrière potentiellement le politique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette idée de « il faut passer par le juge pour le progrès des libertés », c'est une idée qui émerge dans des régimes non démocratiques. Mais d'où cette importance, et on voit aujourd'hui toutes les actions qui sont les actions juridictionnelles systématiques dans cette tradition-là. À bien noter, cette question a toujours été un peu compliquée pour la France, la place du juge.
à ne pas oublier dans l'imaginaire français, le premier pouvoir abattu à la fin de l'Ancien Régime, ce sont les parlements d'Ancien Régime. Les premiers à tomber, ce sont les juges. Bien avant le roi et le régime monarchique. Les premiers à tomber sont les juges. Et il y a une très grande hostilité, souvent épidermique, dans l'héritage révolutionnaire et républicain au corps judiciaire. Moi-même, de temps en temps, j'ai cette réaction épidermique, tout en sachant, je pense, soyons honnêtes, qu'elle est souvent injuste. Souvent injuste. Voilà. Cette espèce d'épidermie, de réaction épidermique qu'ont les Français vis-à-vis des juges. Bien sûr, on va pouvoir parler des systèmes d'épuration de la magistrature qu'il y a eu, tout le monde le sait, mais par le passé, il y a d'autres choses. L'histoire offre d'autres perspectives. Je vais vous donner un exemple ancien, mais sous la Restauration, la liberté de la presse, au fur et à mesure, elle est proclamée dans la charte en 1815, et au fur et à mesure, vous avez des lois qui sont des lois liberticides, qui rétablissent la censure. On a l'impression, à ce moment-là, quand on regarde l'évolution de la loi, on se dit, mais c'est terrible, en fait, il n'y a plus de liberté de la presse. C'est faux. Parce que si on regarde bien, à chaque censure, il y avait une action en justice. Et à chaque fois, ce sont les journalistes et les écrivains qui ont gagné. À chaque fois, les juges ont donné tort au ministère public, systématiquement, pour un motif qui est un motif de hiérarchie des normes, alors même qu'à l'époque, on pensait que ça semble beaucoup plus récent. Mais le motif, c'était on écarte la loi parce qu'elle est contraire à l'esprit de la charte de la Constitution. Et donc, en fait, les juges appliquaient directement la charte et écartaient les lois de censure. Donc, vous voyez, il y a des aspects qui sont des aspects très anciens d'interventionnisme. On va prendre cette question de l'état de droit, de ce rapport-là, peut être pris sous deux angles essentiels. Le rapport du droit et du politique et le rapport du particulier et du général. Pourquoi le problème du rapport du droit et du politique? Parce que le droit lui-même, en tant que droit, est vide. C'est rien, le droit. Ce qui me frappait tout à l'heure dans ce qui était dit à propos du droit de l'Union européenne, c'est que ce qui pose le plus évidemment problème, c'est le contenu du droit européen et le contenu des traités sur lesquels on a beaucoup insisté. Ensuite, la mécanique procédurale amplifie le phénomène. Mais on pourrait se dire, si ce droit n'était... Le grand problème, c'est le problème qui est politique et de la traduction juridique du politique. Ceux qui appliquent le droit en France, dans la conception française, appliquent une volonté politique qui n'est pas la leur. C'est le principe de la procédure. Le problème, du coup, est de savoir le moment où la volonté politique est exprimée et si la volonté politique est bien exprimée. Ce qui me frappe sur la question du juge, c'est que souvent, trop souvent, dans beaucoup trop de domaines, les politiques, les représentants, les élus se sont systématiquement défaussés sur les juges. Dès qu'une difficulté, un problème nouveau se pose, les politiques ont tendance, c'est pas systématique, mais
très très fréquent à se dire « Oh, repoussons, voyons ». Et le problème, c'est que un des grands ennemis de l'état de droit en France, je crois, ce sont les politiques eux-mêmes. Une forme de lâcheté par rapport à des sujets qui sont des sujets qui fâchent. Le phénomène n'est pas systématique, heureusement, mais suffisamment présent. Plusieurs exemples en matière de bioéthique. En matière de bioéthique, régulièrement, pendant très longtemps, au moins pendant 14 ans sur certaines questions, non, 14 ans, c'est un problème, non, pendant même 30 ans sur les questions de bioéthique, les problèmes se posent systématiquement. C'est pas parce que le législateur refuse ou est timoré sur certaines questions que les problèmes ne se posent pas. Les problèmes s'amplifient, la réalité change, vous avez un changement, une évolution des mœurs, vous avez surtout une évolution de la science, donc une évolution des possibles, et derrière, vous avez un législateur qui est à la traîne. Mais pas les litiges, pas les conflits, eux ne sont pas à la traîne. Et on se retrouve avec des juges qui sont confrontés à des problèmes et qui doivent bien résoudre. Autre exemple de lâcheté bien connu, dont vous vous souvenez sans doute très certainement, le port du voile à l'école en 89. Dans toutes les années qui ont suivi, il aura fallu 14 ans après les premiers problèmes, pour le coup c'est là les 14 ans, avant que vous ayez une loi qui intervienne sur la question du port des signes ostentatoires à l'école. Comment ça s'était réglé? On a demandé l'avis au Conseil d'État, on a regardé la jurisprudence du Conseil d'État, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Lionel Jospin, a pris une circulaire. Ça ne méritait pas un peu plus qu'une circulaire, cette question? Et les positions des juges? Non, il a fallu attendre 14 ans. C'est un véritable problème pour l'état de droit. Parce que le principe de l'état de droit, c'est que la règle doit être là, doit être claire, doit être débattue. Et pas un juge qui fait avec ce qui peut quand les conflits surgissent. Deuxième question, le rapport du particulier au général. Plusieurs remarques. La France a une tradition très importante qui est celle de la confiance dans le caractère protecteur du général. On considère que la loi générale, la généralité est protectrice justement contre l'arbitraire. Le premier problème, c'est qu'en se défaussant sur le juge, on renonce à la généralité. On se repose sur un juge qui, par définition, systématiquement, va se prononcer en l'espèce. Ensuite, en matière de défense des droits et libertés, certes, on ne peut pas faire l'impasse sur le particulier. Mais le législateur doit malgré tout intervenir fermement, clairement. Sinon, on aboutit à des situations où les juges sont conduits à tordre littéralement la règle. Je vais vous donner plusieurs exemples, enfin 2 exemples rapides. Il y a une jurisprudence qui est très intéressante sur l'interdiction des mariages interdits entre ascendants. La loi est très claire, article 161 du Code civil, les mariages entre ascendants et descendants sont formellement interdits, que ce soit en ligne directe ou en ligne indirecte. Vous ne pouvez pas épouser je ne peux pas épouser mon ex-beau-père, enfin je n'ai pas d'ex-beau-père. Mais voilà, avec des parents qui, a priori, ont divorcé, c'est pas possible. Enfin, donc, c'est interdit, y compris par alliance. Mais il y a des cas, il y a plein de cas où, en fait,
c'est plus compliqué que ça. Et le juge va aller chercher d'autres motifs sur le respect de la vie privée, pour essayer d'amadouer les choses. Il y a clairement un problème dans la loi. Avec l'évolution aujourd'hui du droit de la famille, cette interdiction est un peu compliquée. On a des mariages qui durent 3 mois et vous avez des interdictions qui vont être des interdictions ad vitam aeternam de se marier avec l'ex-époux de sa mère. Donc vous avez une jurisprudence là-dessus. Vous avez des jurisprudences extrêmement intéressantes sur les gestations pour autrui, avec une interdiction des gestations pour autrui. Je vous donne un exemple d'un cas. La gestation pour autrui est parfaitement interdite, bien sûr. Vous avez le cas d'un homme qui veut avoir un enfant en France, c'est interdit une gestation pour autrui à l'étranger. La mère n'est pas la mère, puisque ce n'est pas la mère biologique, elle a porté des ovocytes qui n'étaient pas les siens. Le consulat français, en appliquant la loi, refuse de reconnaître la filiation avec le père, puisque c'est illégal, et par voie de conséquence, refuse la nationalité française à cet enfant. L'enfant, il est né, il est là. C'est pas de sa faute. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, et il est apatride. Il n'a pas d'état civil. Il n'a pas. Il te reste 5 minutes. Sur ces questions, c'est bien. Il faut bien avouer que le droit, non pas l'Union européenne, mais le droit européen, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et je sais qu'il va y avoir une généralité dans la proposition, c'est pour ça que je le dis, a plutôt été raisonnable. En faisant systématiquement valoir l'intérêt des enfants, en ayant des jurisprudences qui étaient systématiquement équilibrées, en reconnaissant un droit de législation des États, d'autant plus fort que sur certaines questions, c'était des questions où il y avait des désaccords entre les États. Plus il y a des désaccords entre les États, plus le juge considère qu'il y a des raisons d'avoir des désaccords, et donc il y a des raisons d'avoir des législations qui sont des législations très différentes. Et en général, c'est une politique qui est une politique assez proportionnée. Il y a des limites toutefois à cela, et c'est en particulier sur des questions qui sont des questions de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc je mets la CEDH un peu de côté, mais pour traiter davantage de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est la Cour de justice de l'Union européenne a du coup son pouvoir, qui est un pouvoir qui s'est amplifié, parce qu'il y a une amplification du pouvoir des juges. Cette amplification du pouvoir des juges, elle est due à un phénomène ancien que je vous dis, qui est effectivement les politiques qui se défaussent systématiquement pour les juges. Plus le politique se défausse sur les juges, plus le pouvoir des juges, même s'ils ne veulent pas, augmente. Plus vous donnez prise, du coup, à une politique de la Cour de justice de l'Union européenne qui va plus facilement imposer sa position. Ce qu'il faut bien comprendre en droit européen, c'est que le droit européen ne peut pas s'imposer sans le juge. Le propre du droit européen, c'est que l'Union européenne ne dispose pas de pouvoir de coercition, elle n'a pas d'armée, elle n'a pas de police, elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition. Le seul moyen qu'elle a, c'est la justice. Et la Cour de justice de l'Union européenne a bien compris que ces sanctions pouvaient s'imposer par la voie de la justice. Et donc c'est un impératif absolu
très bien compris depuis le début par la Cour de la justice de l'Union européenne, qu'il faut asseoir son autorité hiérarchique sur les juges nationaux. Et ça a été une politique qui a été une politique absolument systématique. Et qui est d'autant plus forte que vous avez en interne un jeu où on se défausse et où on va aller systématiquement combattre pour le droit devant des juges. Je vais conclure avec un dernier point sur cette Cour de justice, c'est qu'on est en plus face à un juge qui est un juge particulier, qui n'est pas simplement un juge ordinaire, qui traite des questions ordinaires, de litiges ordinaires, mais c'est un juge qui est un juge de type fédéral. Donc c'est un juge qui est un juge des compétences. Comme c'est un juge des compétences, il ne traite pas simplement en réalité des problèmes des particuliers, et c'est inhérent à toute sa jurisprudence. Il défend les compétences de l'Union, il défend les compétences de certains organes de l'Union, et il joue un rôle essentiel dans l'interprétation de la compétence en général de l'Union et de certains organes de l'Union. Et face à cela, et face à un poids des juges comme celui-ci, il n'y a rien d'autre que l'affirmation du politique, ici, comme à l'autre bout de la chaîne. Et il renforce la compétence de l'Union européenne. Et il renforce la compétence de l'Union européenne, en étant lui-même tenu par le contenu des traités européens, comme on l'a vu. Merci bien. Cédant. Ici, Londres. Notre 9e bulletin d'information est terminé. Honneur et patrie.